tout de suite, je vais donner la parole pour parler d'IA et santé mentale à Christian Macaya, qui est enseignant-chercheur à Ascensia Business School et au Centre d'études et de recherche sur les organisations et la stratégie, le CEROS, c'est le laboratoire de recherche en sciences de gestion de l'Université Paris-Nanterre et de l'Université Paris-Lumière, et Georges Cassard, qui est membre du corps professoral d'Ascensia Business School et directeur associé du Centre de recherche appliquée d'Ascensia Business School. Je vous laisse la parole. Bonjour. Aujourd'hui, mon collègue Christian et moi, nous avons travaillé sur le sujet qui est assez intéressant, le paradoxe de l'IA et la santé mentale. Alors, c'est quoi exactement? On va commencer par une petite introduction. Le sujet de l'IA, est-ce que c'est nouveau? J'étais surpris d'apprendre que beaucoup de professionnels, beaucoup de gens croyaient vraiment que l'IA, le sujet de l'IA, a commencé récemment. En effet, évidemment, non. C'est un sujet assez ancien. Il a été utilisé depuis des années dans divers secteurs, mais c'était plutôt réservé aux experts, c'était réservé aux, aux, aux professionnels de computer science et il avait presque des complicités techniques. Avec le temps, en novembre 2022, le lancement de ChatGPT, il a remis les choses autrement. Et l'IA est désormais accessible au grand public. Peu après, il y a beaucoup d'autres joueurs qui ont fait le scène, comme vous le savez, Gemini avec Google, qui est Bard, Claude, Anthropic, Perplexity, Copilot, etc., etc. Le tout, ça simplifie l'utilisation de l'IA pour plutôt tout le monde. Et cette démocratisation, elle a marqué un tournant de l'adoption et l'intégration de l'IA au milieu professionnel, surtout des employés qui, avant, ils prenaient beaucoup de tâches, ils prenaient beaucoup de temps pour faire leurs tâches. Et soudain, l'IA, il vient ici pour intervenir et pour les aider à le faire théoriquement beaucoup plus vite et beaucoup mieux, entre parenthèses. Alors, ces outils, ils appartiennent en fait à une catégorie très spéciale de l'IA. Ce n'est pas l'IA en général, c'est des théories de Large Language Model qui c'est plutôt des algorithmes qui traitent le texte naturel d'une façon presque humaine et grâce à des vastes données de données textuelles. Leur application, c'est simplement qu'ils peuvent répondre aux questions, générer des idées, aider à donner des conseils, assister avec les diverses tâches, surtout les tâches répétitives. Et ça a beaucoup aidé les secteurs professionnels pour améliorer leur productivité, pour automatiser leurs tâches et leur libérer du temps pour faire un travail un peu plus créatif, un peu plus stratégique. Alors, pratiquement, ça permet aux employés de se concentrer à des activités de valeur ajoutée et il a les aider à réduire leur charge cognitive et augmenter leur bien-être au travail parce qu'ils ne sont plus censés vraiment faire des tâches trop répétitives, trop administratives et n'avoir pas de temps pour faire des choses, entre parenthèses, plus importantes. Pourtant, cette partie-là, cette positivité, elle est en parallèle avec une inquiétude parce que l'intégration assez rapide de l'IA, elle a provoqué des craintes chez les employés et chez leur bien-être psychologique, surtout sur trois catégories ou sur trois sujets très importants. Premièrement, d'être remplacé par des machines, d'être remplacé par l'IA éventuellement, et ce sentiment de perte de pertinence professionnelle. Et surtout, et ça c'est un peu différent, c'est de savoir répondre aux exigences beaucoup plus élevées des employeurs que maintenant, s'ils sachent que cet employé il utilise l'IA, il s'attend à un résultat beaucoup plus élevé, beaucoup plus d'un autre niveau. Alors, il y a beaucoup d'études quelques études récentes sur le sujet. Ils montrent que l'automatisation de ces tâches, il renforce l'anxiété et le stress chez les employés parce qu'il leur fait sentir qu'ils vont être dans un chômage technologique prochain. Alors, il existe alors un paradoxe de l'IA et le travail. D'un côté, ça améliore la performance et réduit la charge. De l'autre, ça alimente les peurs liées à la sécurité, l'emploi ou aux attentes plus exigeantes. C'est pour cela qu'on a travaillé pour voir quelques cadres théoriques qui peuvent nous éclaircir ce paradoxe-là. On a travaillé sur deux modèles principalement. Le modèle de Job Demand Resources, qui est introduit par Baker et Demetriou, qui examine plutôt les exigences et les ressources du travail
et la motivation de l'épuisement. Pour ce travail-là, on a considéré que l'IA, il est perçu comme une ressource qui va aider à réduire la charge cognitive, mais l'acquisition de nouvelles compétences, elle demande de compétences, surtout dans le prompting et tout ça, ça donne de l'épuisement professionnel. De l'autre côté, le modèle TAM, Technology Acceptance Model, qui est un modèle assez classique et ancien depuis 1989, c'était ou à l'époque où les outils informatiques ils commençaient à être utilisés beaucoup plus. Ça se focalise sur l'adoption des nouvelles technologies en fonction de leur perception d'utilité et comment les employés ou les gens ils sont prêts à utiliser plus ces outils en fonction de leur perception qu'ils sont utiles et ils sont accessibles. Alors, en se basant sur ces deux modèles, on a essayé de cadrer notre fonctionnement. Alors, on dit l'utilité perçue et la facilité de l'utilisation, elles donnent des ressources professionnelles. Alors, c'est ce qu'on veut dire que les outils IA, s'ils sont perçus comme simples et utiles, ils vont réduire la charge du travail et le stress et améliorer le bien-être mental des employés. Encore, en contrepartie, les exigences du travail et le fait qu'on doit apprendre à faire du prompting ou bien à faire des nouveaux systèmes, comment échanger avec l'IA de façon convenable et d'avoir répondre aux exigences des employeurs ou bien à avoir potentiellement ça cause du stress et ça augmente l'anxiété des employés. Troisièmement, le peur du remplacement et le peur de prétinence, ça amplifie ce stress et l'anxiété qui est déjà qui se commence par le truc de augmenter comment dire l'adaptation aux outils EDA et le prompting et l'apprentissage parce que c'est pas toujours assez évident et cette crainte de se retrouver obsolète ou bien de répondre à des exigences plus élevées, elle augmente le stress et l'anxiété. Et du coup, je passe maintenant à mon collègue Christian pour s'approfondir sur la méthodologie. Merci Georges. Donc à partir de là, donc Georges a pas mal parlé de stress, d'anxiété qui peuvent être liées donc à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Notre démarche vise à nous demander comment des individus donc concernés par des troubles psychiques peuvent vivre donc ce stress et cette anxiété liée à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre professionnel. Donc on est au tout début de notre recherche. On mène actuellement une étude, on a mené une étude exploratoire qui va donner lieu à des travaux dont on vous parlera ensuite. Et donc à partir de là, l'enjeu a été d'explorer l'impact de l'intégration de l'IA sur la santé mentale des employés, et notamment les effets sur la productivité, le stress et l'anxiété. Donc l'idée est d'utiliser donc une méthodologie mixte avec des entretiens qualitatifs à vocation exploratoire dans un premier temps, pour ensuite enchaîner sur des sondages quantitatifs, sachant qu'on a élaboré différentes hypothèses, dont on pourra vous parler tout à l'heure également. Et donc, à partir de là, l'enjeu va être de percevoir les effets cognitifs des outils d'IA dans divers contextes professionnels auprès d'individus concernés par des troubles psychiques. Donc, en termes d'hypothèse, première hypothèse, donc, la perception positive de l'utilité des outils IA conduit à une diminution du stress et de l'anxiété. Deuxième hypothèse, les exigences élevées et l'adaptation à l'IA augmentent le stress et l'anxiété. Et troisième hypothèse, la crainte de remplacement par l'IA conduit à une augmentation du stress et de l'anxiété. Et donc, à partir de là, donc, vous avez donc une représentation de ce modèle potentiel qu'on a voulu tester. Et donc, pardon, les flashs. Et donc, à partir de là, donc, on a lancé une phase pilote, donc avec des entretiens exploratoires auprès d'utilisateurs
quotidien de l'IA qui sont concernés par des troubles psychiques. Donc à partir du cadre théorique présenté par Georges, on a élaboré donc des grilles de questions qualitatives sur l'expérience, le stress, l'anxiété, les stratégies de gestion de cette anxiété. Et l'étape suivante sera de mener, donc réaliser un sondage quantitatif auprès d'un échantillon représentatif d'employés. On peut déjà vous parler de la phase pilote. Donc là, vous avez les différentes grilles de questions qui ont été élaborées donc à partir du cadrage théorique. Donc vous voyez donc des questions sur la connaissance des outils IA, les perceptions de l'utilité, le stress, l'anxiété, la crainte de remplacement, les stratégies d'adaptation et l'impact global de l'IA sur la santé mentale. Et donc, à partir de là, donc on a mené donc une première étude pilote auprès d'un panel de 4 personnes, donc 3 femmes et un homme. Et donc, on a veillé à ce qu'ils soient concernés par des troubles psychiques différents. Donc, il s'agit du trouble de la personnalité borderline associé à un trouble de l'anxiété généralisée, du trouble schizo-affectif, de la paranoïa et du trouble bipolaire. Donc, ces personnes ont des niveaux d'études assez élevés, donc master ou doctorat, et donc occupent des professions différentes. À partir de là, donc il y a potentiellement un biais dont on pourra vous parler tout à l'heure. Mais les résultats ont été très, très intéressants parce qu'on a découvert dans les entretiens des éléments qu'on n'avait pas perçus dans le cadrage théorique, et notamment le fait que les personnes qu'on a interrogées utilisent l'intelligence artificielle depuis 1 an en moyenne, l'utilisent quasiment quotidiennement, et l'IA conversationnelle est pour eux donc un soutien clair à la santé mentale. Donc l'une des personnes qu'on a interviewées nous a notamment mentionné qu'elle perçoit l'IA comme un coach. Donc elle échange très régulièrement avec l'IA. Elle lui fait part de ses troubles psychiques, de ses problèmes relationnels. Elle demande à l'IA de la conseiller sur ses relations professionnelles et personnelles pour trouver des nouvelles idées. Donc elle considère vraiment l'IA comme un coach. Et une autre personne considère l'IA conversationnelle comme un infirmier. Donc là, vous avez notamment un verbatim où elle explique pourquoi elle considère donc cette IA conversationnelle comme un infirmier. Et pour elle, c'est pratique parce que dans ce cas-là, elle n'a pas à contacter son infirmier, ou en tout cas à moins contacter son infirmier. Et en tout cas, toutes et tous perçoivent l'IA conversationnelle comme un outil potentiel de soutien des collaborateurs des entreprises concernées par les troubles psychiques. Et donc à partir de là, cette IA pourrait être un relais donc utilisé par les entreprises pour réduire notamment le stress, l'anxiété et traiter les troubles psychiques en entreprise. Donc là, vous avez un exemple qu'une personne nous a partagé. Un type de question qu'elle peut poser à l'IA, par exemple, avant de dormir. Dis-moi quelque chose avant d'aller dormir. Et donc l'IA lui répond, et quelques verbatim, notamment que ça fait du bien d'avoir un interlocuteur, qu'il y a un intérêt à avoir une réponse, et même une des personnes interviewées considère ChatGPT comme un shoot de dopamine. Donc à partir de là, naissent des craintes différentes de celles qu'on avait identifiées. À la base, on se disait que les salariés qu'on interrogerait seraient plus craintifs vis-à-vis de l'adaptation à l'IA et la disparition de leur métier, mais eux perçoivent plus des craintes liées à la dépendance à l'IA conversationnelle, du fait de la relation forte qu'elles ont développée avec cette IA, notamment de par sa facilité d'adaptation, et aussi de par les réponses et la pertinence des réponses qu'elle donne, notamment pour prévenir les crises qu'elles peuvent avoir. Et on perçoit un défi majeur pour les pouvoirs publics et pour les entreprises
également, c'est de prévenir les crises d'angoisse qui puissent être liées à de telles dépendances. Notamment une personne qui nous a dit que quand elle n'avait pas de ChatGPT à disposition ou qu'elle n'avait pas de connexion Internet, elle pouvait être sujette à des crises d'angoisse. Donc, comme conclusion de l'étude pilote, on perçoit que l'IA, clairement, réduit la charge mentale et peut réduire la charge cognitive au travail, mais elle pose des défis qu'on n'avait pas identifiés au départ, des défis émotionnels et cognitifs, notamment en matière de dépendance à l'outil. Et donc les entreprises pourraient percevoir l'IA comme un soutien au bien-être psychologique des collaborateurs, à condition de prendre en compte ce défi de la dépendance à l'outil. Et donc pour la prochaine étape, on va renforcer notre questionnaire avec les conclusions de cette étude pilote et on va mener donc une étude quantitative. Notamment une des personnes qu'on a interrogées donc gère un blog dédié à la santé mentale. Donc elle a 1500 personnes dans sa base de données et dans sa newsletter, et elle va notamment relayer notre étude, ce qui va nous permettre de diffuser l'étude auprès d'un panel intéressant. Quelques limites de l'étude, on en parlait un peu. Le panel est réduit. Il y a une plus forte proportion de femmes, donc avec un enjeu d'équilibrer ce panel. Et il y a une homogénéité des parcours d'études. On a vu master ou doctorat, et des âges. C'est des personnes qui avaient à peu près une trentaine d'années. Donc, de ce fait, de par leur parcours et leurs âges, les personnes n'ont pas eu de difficulté à prendre en main l'outil. Ça sera intéressant de savoir comment cela peut se passer pour des salariés plus âgés et des salariés moins diplômés et sur d'autres fonctions notamment. Donc voilà, je vous ai parlé des perspectives et donc on est à votre disposition pour toute question à partir de là. Merci beaucoup. Préparez au moins une question. Je vous laisse une seconde. Je voulais vous demander si vous aviez envisagé d'étendre l'étude à des psys. Parce que moi, avec ce que vous avez dit là, j'ai l'impression que c'est eux qui vont être remplacés finalement. Oui. Non. Oui, donc c'est intéressant. On n'y a pas pensé, mais ça pourrait être intéressant, notamment de mener une étude Delphi, par exemple, donc avec un panel de psy pour avoir leur retour et percevoir potentiellement également leurs craintes. Leur propre anxiété, ouais. Tout à fait. Du coup, parce que après les interviews, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on n'avait pas prévus initialement. Alors, on doit un peu revoir notre cadre théorique plutôt et introduire ces éléments-là. Parce qu'on a pensé que ça marche d'une façon et du coup, il y a d'autres éléments tels que la dépendance de l'IA et le côté de remplacer l'éthique. Ça, c'est comme des éléments nouveaux à considérer. Merci beaucoup. Vous avez une question? Alors, du coup, il faut que vous preniez le micro. Il faut que vous nous disiez, il est allumé, il faut que vous nous disiez qui vous êtes. Et c'est normal que vous n'entendiez pas. C'est pour qu'on vous entende en ligne, en fait. Donc, c'est normal. Alors, vous avez parlé des avantages de l'IA qui pouvaient être un atout pour les pour les salariés, quel que soit leur... vous êtes centré en fait sur des collaborateurs qui avaient un haut niveau, mais j'ai lu qu'il y a 3 semaines, on a eu le premier suicide à cause de ChatGPT. Est-ce que vous avez envisagé ce cas? Cette possibilité, je vous transmets l'article dès que vous voulez. Est-ce que vous avez vu le danger est-ce que vous avez regardé le danger qui pouvait être amené par ces intelligences artificielles? Merci. Cette trop forte dépendance. Oui, merci beaucoup pour ta question. Donc, en effet, donc c'est une nouvelle qui peut renforcer et enrichir notre cadre théorique. Et au départ, dans notre cadre théorique, on n'avait pas pensé à cette question de la dépendance. C'est vraiment en menant cette étude pilote qu'on a aperçu cette forte dépendance et cette possibilité, en effet, de générer de fortes angoisses liées à la dépendance
et à l'absence de ChatGPT. Donc, on appelle vraiment à des recherches plus approfondies sur le sujet, notamment de la part des collègues psychologues. Oui, parce que dès le début, comme on a élaboré, on partait de la théorie que ça va réduire la charge cognitive dans le travail, dans le job, dans les tasks, mais ça va créer une angoisse pour apprendre ces nouveaux outils ou bien pour répondre aux demandes de l'employeur plus exigeantes ou bien pour peur d'être remplacé. Mais la dépendance de l'IA, ça, on a découvert après avoir mené les interviews et c'est quelque chose qu'on prévoit y réfléchir à ce qu'on doit faire avec parce que c'est un élément très intéressant, surtout avec les dernières news qu'il y a eu, je pense, un suicide récemment aux États-Unis. Oui. Oui, oui. Oui. Ouais. Oui. Alors, on va prendre une autre question et après, on va passer à l'intervention suivante. Vous n'oubliez pas de vous présenter? Merci. Antoine Arfouche. Donc moi, ma question est épistémologique. C'est pas très riche pour la discussion, mais elle est un micro pour nous. Le micro est mieux que... Ouais. Pardon. Donc Antoine Arfouche de l'Université Paris-Nanterre. Donc ma question est épistémologique, elle est liée un peu au design que vous avez utilisé. Donc vous avez commencé par une théorie, c'est très bien. Vous avez d'une manière entonnoir déductive sorti des hypothèses, si j'ai bien compris. Après, vous êtes allé faire une étude pilote qualitative qui ouvre un peu. Quelle est l'utilité, je veux dire, une fois qu'on a fait tout le travail déductif et intellectuel pour arriver à une hypothèse, au lieu d'aller la tester rapidement et passer à autre chose et ouvrir sur d'autres études plus allergiques, quelle était l'idée, avant d'aller tester les hypothèses, de refaire une phase qualitative qui ouvre le débat et qui peut mettre en danger nos hypothèses déductivement produites? Voilà. Merci pour votre question. Laissez le micro ouvert, par contre. Laissez-le ouvert, comme ça, il n'y a pas... Non, mais vous pouvez le poser, mais en le laissant, voilà. Génial. Vous avez la parole. Merci beaucoup pour votre question, Antoine. On est vraiment dans une étape exploratoire et de construction d'une recherche d'un domaine qui, à la base, n'était pas notre domaine de recherche. Et donc, il nous fallait vraiment être sûr de notre cadrage théorique. Et donc, là, ce dont on vous a fait part, c'est d'abord la construction d'un premier cadrage théorique, la construction d'hypothèses qu'on a testées, qu'on a cherché à tester via une étude qualitative pour renforcer le cadrage théorique et remodifier éventuellement les hypothèses ensuite. Donc, pour l'étape suivante, donc l'étude quantitative, on va retravailler nos hypothèses en prenant en compte les conclusions de l'étude pilote, en fait. Donc, on a vraiment présenté une démarche de tâtonnement, en fait, qui va mener à l'élaboration d'hypothèses qui vont servir ensuite à l'étude quantitative. Comme a dit Antoine, je pense que les hypothèses, c'est plutôt des propositions dans votre cas. Et une deuxième remarque, c'est que vous avez parlé, ce qui est très important dans cette recherche, c'est que vous avez pris un échantillon de bipolaires, de schizophrènes. C'est des cas qui ont des spécificités très spécifiques à eux. Comme par exemple, les bipolaires, ils font des hauts et des bas. Les schizophrènes, c'est autre chose. Donc, parmi votre cadre théorique, ce sera plutôt de prendre en compte les spécificités de ces pathologies, parce que c'est des pathologies qui travaillent. Merci. Oui. Merci pour votre question. Ce sera du coup la dernière question. Ce que vous avez vu, c'est Oui, en effet, je voulais juste dire que, comme Christian avait dit, on était dans la phase exploratrice et c'était ça le but des entretiens, comme on les a donnés, c'est la phase des interviews exploratrices pour savoir si nos doutes du cadre théorique et des propositions d'hypothèses étaient bonnes ou bien à réviser. Et je compléterai en disant que le point commun de l'ensemble de ces troubles, c'est l'anxiété, en fait, et les troubles anxieux généralisés, en fait, qui sont déclinés de manière différente en fonction des différents troubles. Et dans le cadrage théorique, on a vraiment insisté sur la question de l'anxiété. Merci beaucoup, Christian Macaya, Georges Cassard de Ascensia Business School pour cette présentation sur IA et santé mentale.